De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose de différent comparé à d'habitude. Hmm? Va-t-il en parler? Va-t-il parler de l'éléphant dans la pièce? On va en parler, oui. Dans cette vidéo, nous allons parler de métaphores visuelles pour décrire les symptômes neuroplastiques. Nous allons parler des symptômes visuels en tant que tels. Mais là, si vous dites « Oh, mais moi, j'ai pas de symptômes visuels », ce n'est pas grave. Ça va être une métaphore des symptômes neuroplastiques en général. Nous allons parler de l'impératif du symptôme. Ce n'est pas vraiment important ce qu'est le symptôme dans ma conception actuelle. Donc, même si vous n'avez pas de symptômes visuels, ce n'est pas grave. C'est une métaphore qui s'applique à la douleur. Tout ce que je vais dire s'applique à mon expérience avec la douleur chronique, la fatigue chronique, le brouillard cérébral, on peut en parler, j'en parle rarement, les acouphènes, les démangeaisons si j'ai eu ça, et tant d'autres. Tant d'autres. Dans la dernière vidéo, j'ai cité Marshall McLuhan, qui nous dit que le médium, c'est le message. Dans cette vidéo, pour commencer, nous allons explorer quelqu'un qui pousse le concept un peu plus loin, c'est Neil Postman. Que nous dit Neil? Neil nous dit que le médium, c'est la métaphore. Là, mon imprimante fait des siennes parce que je viens d'imprimer quelque chose. Va-t-il en parler? Va-t-il parler de l'éléphant dans la pièce? On va voir. Donc, Neil Postman nous dit que le médium est la métaphore. Ce n'est pas comme si j'ai un message et là je peux le véhiculer à travers n'importe quel médium et ça va rien changer. Si j'utilise le mot imprimé, ça va changer le message, ça va changer ma conception du message. Si j'utilise l'audiovisuel, ça va changer ma conception du message. Donc, lui, il parle surtout des implications politiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour la politique? Une société qui transmet ses informations par l'imprimante, l'imprimerie, versus l'imprimante, versus ceux qui ont principalement une transmission du message politique à travers l'audiovisuel. Lui, il ne connaissait même pas encore toute cette époque où on a des téléphones intelligents, les médias sociaux, ce qui rend ses propos encore plus prophétiques. Son livre le plus connu, c'est « Amusing Ourselves to Death ». Se distraire à en mourir, se divertir à en mourir. C'est un livre très intéressant. Dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons adresser l'éléphant dans la pièce. Mais nous allons parler aussi de quoi? D'autres choses, comme la littérature, par exemple. Neil Postman nous parle de 2 romans prophétiques. 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Souvent, ce qui nous fait le plus peur, c'est un gouvernement totalitaire qui va censurer l'information, qui va venir poser des micros à notre insu dans notre maison ou nous forcer à avoir des micros dans notre maison. Et là, je vais aller encore plus loin que Neil Postman. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est que, surtout en Occident, c'est plutôt la prophétie de Aldous Huxley qui devrait nous concerner.
celle dans le meilleur des mondes, où ce n'est pas un gouvernement, une force externe qui va nous forcer, par exemple, à mettre des micros dans notre maison, qui va censurer l'information. C'est plutôt nous qui allons nous distraire à mort. Comme dans le meilleur des mondes. Ils prennent du soma, ils prennent de la drogue, et eux, au lieu de regarder des films, des movies en anglais, parce que ça bouge, c'est visuel, audiovisuel, ils ont des feelies. Ils sentent le film au complet, à travers tous leurs sens. Et lui, il nous dit, c'est plutôt ça dont on devrait se méfier. Aldous Huxley, pas George Orwell. Sa prophétie devient de plus en plus réelle, à mon avis. Imaginez si on avait dit à George, « George, c'est pas le gouvernement qui va venir placer des micros à notre insu dans la maison. On va aller au magasin, les acheter nous-mêmes et les amener dans la maison. » George, non. Oui, c'est ça qu'on va faire. Ce n'est pas la machine qui va nous soumettre avec des fusils. Hein, la machine, comme dans Terminator, par exemple, qui se réveille. Skynet se réveille. Et là, vient nous soumettre à son joug avec des fusils. Lui, il dit, c'est qu'on va céder notre pouvoir à la machine, au sens le plus large du terme, la machine comme représentant le système, volontairement. Volontairement. Ah, je peux rester assis toute la journée ici, prendre des drogues, je vais prendre des antidépresseurs, je vais regarder des vidéos toute la journée. Et lui, il nous dit, pas besoin de censurer l'information si elle est perdue dans un océan d'absurdité. Et là, on le voit de plus en plus avec le AI slop. AI slop. Juste un océan de conneries. On n'a pas besoin de censurer l'information. Les gens regardent des conneries toute la journée. Et l'attention des gens diminue de plus en plus. Il y a des jeunes maintenant, un film de 2 heures, c'est trop long. C'est trop long, 2 heures, je ne suis pas capable de me concentrer. Il ne faut pas que la vidéo soit plus que 27 secondes, sinon je ne suis plus capable de suivre. Si vous avez, moi, j'ai eu le brouillard cérébral. Donc, je ne veux pas culpabiliser personne. Si vous avez le brouillard cérébral, c'est un symptôme neuroplastique. On peut l'éliminer. Si vous avez le TDA, moi, je ne veux pas adresser TDA, je ne connais pas assez ça, mais il me semble que en tant que société, au sens large, nous avons un déficit de l'attention qui grandit de plus en plus. Pourquoi? Je vais laisser la question ouverte. Mais c'est ça le danger dont nous prévient Neil Postman. Ce n'est pas 1984, le gouvernement autoritaire externe qui vient censurer l'information, qui nous force à avoir des micros. C'est nous qui va céder notre pouvoir à la machine. Ah, je peux rester assis ici toute la journée, regarder des films. Ah non, des films, c'est trop long, je vais regarder des vidéos YouTube. Ah non, c'est trop long. Je vais aller sur TikTok. On va parler de TikTok. Pas plus que 3 minutes et demie, s'il vous plaît. Que peut-on dire en 3 minutes et demie? C'est pour ça que je fais des longues vidéos pour sortir de cette espèce de cycle. Quand c'était l'âge de la télé, on zappait. Zap, 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 passe à autre chose. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, des fois, je suis sur YouTube, là, je clique, je suis en mode recherche, je cherche quelque chose d'autre, une autre vidéo. Vite, vite, vite. Là, une longue vidéo, ça peut briser ce cycle. Une longue vidéo fleuve. Une longue vidéo qui coule comme un long fleuve tranquille. Voici une dernière question pour faire une conclusion de l'introduction. A-t-on besoin de bannir les livres si plus personne ne veut en lire un? Je vais vous laisser avec cette question. À vous de répondre. J'ai ma nouvelle tasse avec une craque qui n'est pas un problème. C'est par là que la lumière rentre. La lumière entre en nous par la craque. Je vais avoir besoin de boire pour cette vidéo car nous allons lire. Nous allons lire des livres.
Je vais essayer de me calmer, pas que ça soit des trop longs extraits. Je ne mets pas toutes les vidéos sur YouTube. Des fois, je fais des expérimentations. Des fois, je lis des longs extraits de livres. Ça, ok, non, c'est trop long. C'est un équilibre, hein? Faut pas s'amuser à mort, comme nous dit Neil Postman, se distraire, se divertir avant de mourir, mais faut pas s'ennuyer à mort non plus. Je vais essayer de rendre la vidéo un peu intéressante quand même. Il va y avoir un peu de divertissement, je vous le promets. Donc pour commencer, nous allons lire un livre. Nous allons parler principalement de symptômes visuels, mais comme une métaphore. Donc je sais qu'il y a des gens des fois qui ne font qu'écouter la vidéo, mais je vous conseille de la regarder, celle-ci. Ça va être audiovisuel. Moi, je ne suis pas contre l'audiovisuel. J'ai éliminé mes symptômes grâce à YouTube. J'adore YouTube. Donc, on va en profiter. On va profiter du fait que c'est visuel. On va se servir du médium pour faire une métaphore. Mais nous allons lire des livres aussi. Est-ce que j'aurais pu éliminer mes symptômes juste avec des livres? Non. J'en suis sûr. Est-ce que j'aurais pu éliminer mes symptômes juste avec les vidéos YouTube sans lire de livres? Je ne connaîtrai jamais la réponse à cette question. Mais pourquoi s'en priver? Nous avons des livres, donc lisons. On va commencer par un extrait d'un livre de John Sarno. John E. Sarno, le connaissez-vous? Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Donc ici, on va aller dans la genèse du TMS avec un épisode de migraine et un aura qui précède la migraine. On va explorer ça dans cette vidéo. Le phénomène des auras. Quand il liste les antécédents médicaux de ses patients, un médecin recherche des troubles ou des symptômes actuels ou passés. J'ai trouvé chez 88% de mes patients souffrant de douleurs des antécédents de maladies de l'appareil digestif, brûlure d'estomac, gastrite, hernie hiatale, colite, maux de ventre avec ballonnement, constipation et ou diarrhée, syndrome du côlon irritable, il le met en anglais, et d'autres réactions induites par un excès de tension ou de stress. Migraine, maux de tête, eczéma, besoin fréquent d'uriner. Si tous les praticiens n'acceptent pas l'existence d'une relation de cause à effet entre ces troubles et des phénomènes psychologiques ou psychiques, mon expérience clinique de médecin de famille et mes antécédents médicaux personnels me font aboutir à cette conclusion. En effet, durant plusieurs années, j'ai souffert de migraines ophtalmiques précédées d'éclats de lumière. Typique. On parle généralement de migraine avec aura. Quelqu'un m'ayant suggéré que son origine pouvait être une colère réprimée, je me suis assis lorsque j'ai perçu à nouveau cette lumière annonciatrice d'une migraine et j'ai essayé de penser à la colère que je refoulais peut-être. Je n'ai pas trouvé de réponse. Très intéressant ça. Mais pour la première fois de ma vie, la migraine ne s'est pas manifestée. Ce fut une preuve évidente de sa nature psychosomatique. Il était donc logique d'émettre l'hypothèse que ces douleurs aux muscles du dos résultent, elles aussi, de troubles physiques induits par des facteurs émotionnels. Lorsque j'en ai testé le bien fondé en disant à mes patients que, d'après moi, leur douleur était la conséquence d'une tension, j'ai constaté avec étonnement que ceux qui avaient accepté ce diagnostic allaient mieux, tandis que la situation demeurait inchangée chez ceux qui l'avaient rejeté. À cette époque, tous mes patients bénéficiaient de séances de kinésithérapie. Au début, Sarno se disait « ça ne peut pas faire de tort ». Ils peuvent faire de la physiothérapie, de la kinésithérapie en parallèle, mais il a évolué, il a changé son message et il s'est dit non, il ne faut pas qu'il fasse de physiothérapie, de kinésithérapie, ça envoie le mauvais message. Et oui, ça fait du tort. Ça nous empêche de pivoter du structurel vers l'émotionnel, du physique vers le psychologique. Et il n'a plus voulu que les gens fassent de la physio, de la
kinésithérapie en parallèle. Intéressant. Ah, donc là, il y a des bruits de construction. Il y en avait eu avant que je commence la vidéo. Et je me suis dit, je fais la vidéo quand même. On va parler des acouphènes dans cette vidéo. On ne va pas parler que du visuel, on va parler de l'impératif du symptôme. On ne s'empêche pas de faire une vidéo parce qu'il y a des sons. Je ne sais pas si vous les entendez, moi je les entends. Ça va me déconcentrer, mais ce n'est pas grave. On continue, on fait ce qu'on a à faire, même s'il y a des symptômes visuels, même s'il y a des symptômes auditifs. Oui, c'est plus difficile un peu se concentrer, mais on est capable. L'attention, parce qu'on parlait du déficit d'attention, c'est comme un muscle. Pour nos muscles corporels, on peut aller au gym, au gymnase, s'entraîner. On peut entraîner notre attention. C'est possible. C'est comme un muscle. À cette époque, tous mes patients bénéficiaient de séances de kinésithérapie auprès de thérapeutes ayant pour consigne de les informer que l'objectif était d'apporter un soulagement temporaire à leurs symptômes. On va explorer ça, mais que leur guérison dépendait de la reconnaissance de la nature de leurs problèmes. Ceux qui se portaient mieux étaient d'accord avec mon diagnostic. Ce qui était similaire à mon expérience avec la migraine. La reconnaissance d'un rôle psychique dans la genèse de symptômes les faisait disparaître. Il m'a fallu bien des années pour comprendre la raison de ce phénomène mystérieux et fascinant. Il était alors difficile de dire aux patients que, d'après moi, leur douleur était causée par une tension psychique. N'importe quel médecin se moquerait d'une telle idée et toute personne se sentirait insultée si l'on suggérait que des symptômes physiques sont en fait dans la tête, entre guillemets. Je m'abstenais d'exprimer cette phrase en raison de sa connotation péjorative, même si souvent, c'était le patient qui en parlait. Parfois, je parvenais à expliquer d'une manière satisfaisante le lien entre tension psychique et douleur, mais en réalité, je comprenais mal la dynamique en jeu. Je préférais aborder certaines caractéristiques de la personnalité qui semblaient communes en cas de syndrome de tension musculaire, STM en français, TMS, comme je l'appelle souvent. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent que ce que lui appelle les personnalités qui semblaient communes en cas de syndrome de tension musculaire, c'est souvent des réactions à un système nerveux dérégulé et même le résultat d'un système nerveux traumatisé. Certaines personnes disent ça maintenant, mais lui ne connaissait pas ça à l'époque. Je suggérais que les symptômes étaient une expression physique plutôt que psychique de l'anxiété et que ceux qui étaient durs à la tâche, consciencieux, responsables, méticuleux et perfectionnistes avaient tendance à souffrir davantage de STM, TMS. Je ne pouvais pas donner une définition clinique du mot tension, mais c'était un terme dans lequel on pouvait se retrouver. Psychologique, émotionnel et psychique étaient perçus négativement, car il sous-entendait que quelque chose ne tournait pas rond. J'évitais également le mot psychosomatique. Moi, je n'ai aucun problème avec ce mot. Je crois même que la prochaine vidéo va s'intituler « La psychosomatisation ». On psychosomatise, qui risquait d'être interprété comme le signe d'une douleur simulée ou imaginaire. Ce n'est pas le cas. Je continuais néanmoins d'établir ce diagnostic et mon taux de succès thérapeutique augmenta considérablement. J'avais à présent une bonne compréhension de la nature de ce trouble et pouvais prévoir avec une assez bonne précision lequel de mes patients irait mieux. Donc ici, on est vraiment à la genèse du TMS, le STM en français, syndrome de tension musculaire ou autre. Et à l'origine, nous avons une histoire de migraine et d'aura. Les auras, c'est un phénomène très fascinant. Initialement, j'avais une définition très restreinte des auras. Je croyais que c'était seulement visuel, mais ça peut être auditif, olfactif, gustatif et plus encore. Ça peut être des sensations dans tout le corps et même des espèces d'états d'esprit. Ça peut aller très loin, l'aura, et ce n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres. C'est des symptômes temporaires,
Mais dans cette vidéo, nous allons explorer les symptômes visuels chroniques qui restent. Maintenant, j'aimerais lire un extrait d'un livre de Oliver Sacks qui s'intitule « Migraine ». On va parler d'un cas ici. On va explorer le concept le plus important de John Sarno. C'est l'impératif du symptôme. S'il n'y a qu'un concept à retirer de Sarno, c'est l'impératif du symptôme. C'est la clé. Sinon, vous allez être perdu dans les branches. Ah, il y a ce symptôme-ci, il y a ce symptôme-là. C'est différent. Il faut aller à la racine. Le cerveau, le système nerveux apeuré. Sinon, on va dire, ah, ce symptôme-là, il faut que j'aille faire ceci pour régler ce symptôme-là. Ah, un autre symptôme, il faut que j'aille faire une autre chose. Non, vous êtes dans les branches. Il faut aller à la racine. Vous êtes en aval, il faut aller en amont. Donc, on va explorer un cas ici d'un livre de Oliver Sacks. Je vais peut-être lire plus en détail dans une autre vidéo. Je n'ai pas encore décidé. Mais ça serait long. Ça serait long et on risquerait de s'ennuyer un peu. Et ça, c'est dangereux, s'ennuyer. Hein? Il faut se divertir dans la vie. Cas numéro 18. Cet homme de 24 ans était régulièrement sujet à des cauchemars et à des épisodes somnambuliques jusqu'à 8 ans, ainsi qu'à des crises d'asthme sporadiques, en général nocturnes, jusqu'à 13 ans. Il a ensuite commencé à souffrir de migraines classiques et communes. Ces migraines classiques se déclenchent chaque dimanche après-midi avec une très grande régularité. Un traitement à base de dérivés de l'ergot a réussi à les stopper et après 3 mois de soins thérapeutiques, le patient a même cessé d'être sujet aux auras migraineuses qui constituaient les symptômes prodromiques de ces crises. Quelques semaines plus tard, néanmoins, il est venu me voir furieux pour me dire que ces crises d'asthme étaient revenues et se répétaient justement tous les dimanches après-midi. Impératif du symptôme. Il regrettait ce changement car il trouvait ses migraines plus supportables et somme toute moins effrayantes que ses crises d'asthme. Et là, il analyse le cas un peu plus tard dans le livre. Chez un de mes patients, le cas numéro 18, que j'avais connu à l'époque où mon approche était encore empreinte d'un strict physiologisme, hein, ils évoluent, les gens, ça change leur vision. Des migraines du dimanche avaient été curieusement remplacées par des crises d'asthme à la suite d'un traitement à la base d'ergot. Or, nous eûmes sur ces entrefaites une étrange conversation. « Croyez-vous, me dit ce jeune homme, que je pourrais avoir besoin d'être malade? Croyez-vous qu'il soit possible que j'ai besoin de mes migraines, de mon asthme et de tout le reste? » Question intéressante. Cette question me surprit car jamais encore je n'avais envisagé la problématique de ce patient sous cet angle, même si j'avais remarqué comme lui qu'il s'ennuyait le dimanche. Il disait avoir l'impression de ne plus rien avoir à faire depuis que ses migraines avaient été enrayées. Le traitement de ce jeune homme, ainsi que le type de dialogue et de relation qui se développa par la suite entre nous, s'orientèrent dans une autre direction à partir de cet instant. Plutôt que de nous polariser, comme nous l'avions fait jusque-là sur des données purement physiologiques, ils ont pivoté du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. Nous nous intéressons désormais à des facteurs économiques, l'économie de l'individu, et à cet éventuel besoin de tomber malade chaque dimanche. Puis, après que nous eûmes consacré plusieurs séances à discuter ensemble de cet aspect des choses, de ce besoin présumé de maladie et de la fonction précise que pouvaient remplir ces accès dominicaux, les migraines et l'asthme de ce jeune homme disparurent totalement en dépit de l'interruption de son traitement médicamenteux. Étant devenu capable d'apprécier les dimanches, il n'eut plus besoin d'être malade. Fascinant, non? Oliver Sacks. Il y a un chapitre entier de son livre Migraine que je vais inscrire ici à l'écran
qui est fascinant. Je ne conseille pas de lire ce livre en plein reconditionnement de la douleur. Même que je conseille de ne pas le lire. Mais si vous vous intéressez au phénomène de la psychosomatisation, dans toutes ses implications, il y a un chapitre de ce livre que j'ai écrit à l'écran qui est fascinant, un des textes les plus fascinants que j'ai lus sur le sujet. Oliver Sacks est quelqu'un de fascinant. Il y a eu un film qui a été fait sur une certaine période de sa vie qui s'intitule Awakenings, l'éveil, 1990, où il est interprété par Robin Williams. Il y a aussi Robert De Niro dans le film. Robin Williams a suivi Oliver Sacks pendant une certaine période et l'imitait. Oliver Sacks fait souvent des gestes de ce genre, et le Robin Williams a commencé à l'imiter. Ce que les acteurs nous disent, c'est que quand on commence à imiter quelqu'un comme ça, on se sent, on commence à se sentir comme la personne. Et donc ça, c'est une de mes métaphores principales, la métaphore de l'acteur. Si on joue le rôle de quelqu'un en santé, on va commencer à se sentir comme quelqu'un en santé. Je recommande fortement ce film Awakenings, avec Robin Williams qui interprète le rôle de Oliver Sacks. Oliver Sacks, c'est quelqu'un de fascinant. Donc, les auras sont des symptômes visuels qui ne sont pas chroniques, c'est passager. Et là, nous allons explorer les symptômes visuels chroniques qui sont là constamment. J'ai découvert une nouvelle chaîne qui s'appelle comme ceci, The Anxious Academy. Et c'est un couple qui ont tous les deux souffert de symptômes visuels comme la neige visuelle, par exemple. Eux, ils disent, tout comme moi, de ne pas appeler ça de la neige visuelle, de ne pas se servir de ce terme. Qu'est-ce que je vous dis toujours? Ne vous servez pas du terme fibromyalgie. Ne vous servez pas de votre étiquette, de votre diagnostic. Jetez ça aux poubelles. Fibromyalgie, neige visuelle. J'ai écouté leurs propos et je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent à propos de la neige visuelle s'applique à la douleur. Donc, nous allons explorer leurs propos dans cette vidéo. Premièrement, eux, ils ont eu l'impératif du symptôme. Lui, et là vous allez peut-être trouver ça étrange, je ne vais en nommer qu'un pour chacun. Lui, à un moment donné, il croyait qu'il était dans le Truman Show. Avez-vous déjà vu ce film? Jim Carrey pense qu'il est dans la vie réelle, mais en fait, tous les gens autour de lui sont des acteurs. Il est dans une émission de télévision. Et là, le gars dans cette chaîne, lui, il pensait ça un moment donné. Il pensait que tout le monde était des acteurs. Que quand il sortait de la scène, quand il ne voyait pas quelqu'un pour une certaine période de temps, il allait jouer sur une autre série télévisée. Elle était agoraphobe. Donc, j'ai déjà parlé à des gens qui avaient l'agoraphobie. Et ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas juste dire « je veux éliminer, je veux traiter la douleur » à cause de l'impératif du symptôme. Si on veut arrêter de jouer au jeu de la taupe où on frappe sur un symptôme et là un autre symptôme sort, on frappe sur un symptôme et là un autre symptôme sort, il faut adresser qu'est-ce qui est sous-jacent. Donc, si, tout comme elle, vous avez de l'agoraphobie, vous dites « Non, moi, je veux juste régler, éliminer la douleur. C'est tout. » Mais sans traiter l'agoraphobie, ça ne fonctionnera pas. Il faut cultiver la sécurité. Donc, si, dès que vous sortez de chez vous, vous vous sentez en danger, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Elle nous parle d'un moment déclencheur pour elle. Elle était rendue au point où elle sortait à peine de sa chambre, tellement elle souffrait de l'agoraphobie. Et là, elle a commandé de la nourriture, mais le livreur s'est trompé de maison et il l'a amené 4 maisons plus loin. Admettons qu'elle était au numéro 50. Il l'a amené à l'adresse 54.
Et là, elle voulait vraiment son repas. Elle avait faim et elle voulait vraiment manger ça. Je ne mentionnerai pas le nom du restaurant pour faire une publicité. Mais là, elle a été forcée de sortir de chez elle. Et lorsqu'elle était revenue, oui, ça a été difficile. Mais elle s'est dit, waouh, j'ai réussi à bouger à travers ma peur. Mais elle nous dit que son symptôme principal, ça a été ce qu'on appelle la neige visuelle. Mais elle en parle d'une façon intéressante. Elle en parle à travers ce qu'elle appelle, en anglais, Sensory Motor OCD, les TOC sensory-moteurs. On peut donner un exemple simple. Ça, c'est quand on fixe sur des fonctions organiques du corps tout à fait naturelles. Comme moi, ça m'est déjà arrivé, surtout en prenant de la drogue, par exemple, de commencer à focusser sur ma salive. Et à quel point ça peut être difficile des fois d'avaler. Je dis, voyons, on dirait que je ne sais plus comment avaler. Mais c'est supposé être difficile comme ça, avaler. J'ai oublié comment avaler. C'est vraiment compliqué à avaler. Je focusais sur ma salive comme ça, ma gorge. C'est un peu ça, les TOC sensory-moteurs. Et elle nous explique le cycle. Pour commencer, il y a une hyperfixation sur une sensation corporelle. On remarque la sensation intrusive comme un dérèglement visuel. Numéro 2, la sensation s'intensifie parce qu'on focus dessus. Plus on donne d'attention à une sensation, plus elle nous donne d'attention. Numéro 3, la sensation corporelle normale, dans ce cas-ci, de la neige visuelle, est vue comme une menace. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis brisé? Est-ce que ça va rester? Combien de temps ça va rester? Et là, il y a une compulsion pour pouvoir soulager l'anxiété. Il faudrait que je fasse X, Y, Z, juste au cas. Et là, elle nous parle, elle avait des objets de confort. Connaissez-vous les objets de confort? Les lunettes fumées. Elle avait une lampe spéciale. Si elle se servait de cette lampe, ça déclenchait moins de symptômes visuels. Numéro 5, c'est un soulagement temporaire. Je me sens un peu plus calme maintenant que j'ai googlé et que j'ai trouvé une petite miette d'information. Ça me soulage comme « Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que mes yeux sont en train d'être endommagés? » Et là, on trouve une petite pièce d'information des fois qui nous soulage, mais ça nous soulage de façon très temporaire et le cycle recommence. Le cycle recommence. À quoi il faut faire attention? Voici en anglais. Quand on est toujours en train de être en vigilance, quand on est toujours en train de vérifier, quand on essaye de se distraire, on essaie de ne pas penser à ça. Ça, on va l'explorer plus que les autres. On résiste, on se bat contre les pensées. On rumine. Combien de temps ça va durer? On se réassure, on se rassure. Je les dis en anglais. C'est pas bon ça, se rassurer? Oui, ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. C'est pas bon se rassurer? Pas nécessairement, c'est ça. C'est vraiment ça. Une façon de se rassurer superficielle et temporaire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Ça n'a pas besoin de s'en aller. Ce n'est pas important. Donc, tout comme moi, elle fait un lien étroit avec ces genres de symptômes et les TOC et l'anxiété. Pour moi, c'est tout connecté, tout ça. Et elle nous dit justement, tout comme dans le cas 18 qu'on a exploré, que lorsque ces symptômes visuels sont partis, ben là, il y a eu un autre TOC, si on veut l'appeler comme ça. Elle est devenue obsédée avec quelque chose d'autre, comme le jeu des taupes. Et là, lorsqu'elle n'était plus obsédée avec ça, hop, elle est revenue obsédée avec une autre affaire, une autre chose, une autre chose, une autre chose, une autre chose. Vous jouez au jeu des taupes. L'impératif du symptôme. Elle a dû régler les choses à la racine.
pas aller dans les branches, les symptômes différents. Il faut aller à la racine. Il ne faut pas travailler en aval. Il faut aller en amont. La source, l'esprit apeuré, obsédé. C'est qu'est-ce qui nourrit ces symptômes-là? L'attention et la peur. Avoir peur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dangereux? Et juste leur donner de l'attention. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va en parler, là, de l'éléphant dans la pièce. Je sais pas, on peut parler d'autre chose. Hein? Depuis le début de la vidéo, je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a des sons de construction et moi, ça me déconcentre un petit peu, mais j'ai réussi à focusser sur d'autres choses. J'ai quelque chose d'autre sur lequel je mets mon focus. C'est ça qu'on va explorer ici. Tout ce qu'elle dit, elle en parle directement des acouphènes. Tout ce qu'elle dit s'applique aux acouphènes. C'est mon expérience personnelle. Ça. Moi, je n'ai pas eu de symptômes visuels. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des flotteurs des fois, si j'y porte attention. J'ai des flotteurs dans ma vision. On dirait des dessins de molécules des fois. Là, ça flotte. Je n'y porte aucune attention à ça. Et ce que je peux vous dire, avant d'explorer la prochaine section de la vidéo, c'est que si je suis dans une pièce silencieuse, et là que je focus sur mon ouïe, il y a des sifflements dans mes oreilles. Ce n'est pas le silence total. Est-ce que ça existe, le silence total? Je ne crois pas. Il y a des sons. Plus tard dans la vidéo, on va explorer même les symptômes. L'autre nuit, je me suis réveillé, j'ai eu des acouphènes. Donc, on va explorer ça. Mais est-ce qu'il va en parler enfin? Est-ce qu'il va en parler de l'éléphant dans la pièce après 37 minutes? Oui, c'est le temps d'adresser l'éléphant dans la pièce. Hein? L'éléphant ici représente les symptômes visuels. Donc là, ici, je vais répliquer un peu une vidéo qu'elle a faite. Donc, dans cette illustration, les jumelles vont représenter votre focus, ce sur quoi vous focussez. Donc, il y a une différence pour moi, et là, je vais faire une distinction qu'elle ne fait pas, entre remarquer et focuser. Donc, ici, on remarque le symptôme. Pourquoi j'ai choisi un éléphant? Parce que c'est un principe bien connu en psychologie. Si on dit à quelqu'un « ne pensez pas à un éléphant », qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la première chose qui apparaît dans votre esprit? Un éléphant. C'est pour ça qu'il ne faut pas focuser ou penser à ce qu'on ne veut pas. Le subconscient ne comprend pas le mot « pas ». Je ne veux pas de douleur. Douleur. Ne pense pas à un éléphant. Éléphant. Donc, toujours essayer de se dire, il ne faut pas que je pense aux symptômes. Il ne faut pas que je pense aux symptômes. C'est votre subconscient comprend symptômes, 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 symptômes. Donc, quand on focus sur les symptômes, on est comme ceci. Il y a l'éléphant auquel il ne faut pas penser. Ne pensez pas à un éléphant. Ne pensez pas à un éléphant. Et là, vous êtes comme ça. Oh mon Dieu! Tout ce que je suis capable de voir, c'est l'éléphant, l'éléphant, l'éléphant. Comment je pourrais faire pour ne pas voir l'éléphant? C'est presque impossible. Déjà, on peut arrêter de focuser. On peut remarquer sans focuser. Déjà, je vois autre chose que l'éléphant. Quand je mets les jumelles, je ne vois que l'éléphant. Si j'enlève les jumelles, je vois autre chose. Mais ça, c'est quand même assez limité, je le vois encore. Ce qu'il faut faire, c'est tourner notre attention, tourner notre focus sur autre chose. Quoi? N'importe quoi. N'importe quoi d'autre. Préférablement quelque chose qui vous passionne. Donc, l'éléphant est ici. On va l'accrocher ici. Problème technique.
Mais là, nous, on va focuser sur quelque chose d'autre. Quoi d'autre? Moi, j'adore la littérature. Donc, on va focuser ici sur un livre. C'est là-dessus qu'on focus. Hein? On met notre attention sur quelque chose d'autre. Remarquez que ceci n'a pas besoin de disparaître. Un exemple vraiment facile à comprendre, c'est qu'en ce moment, je suis assis sur une chaise. Mais lorsque mon focus est sur ma tâche de faire une vidéo, je ne sens pas mes fesses sur la chaise. Ce n'est pas une information dont je suis au courant. Mais je peux tourner mon focus sur cette sensation. Je vais le faire à l'instant. Ah ben oui, c'est ça, là, je le sens. Mes fesses sont sur la chaise. C'est très présent à mon esprit. Plus je mets de focus là-dessus, plus c'est présent à mon esprit. Mais là, je peux pivoter et continuer de parler et mon cerveau ne m'informera plus du fait que mes fesses sont sur la chaise. C'est encore là. J'espère que c'est clair dans cette illustration. C'est encore là. L'éléphant est encore là. Mais notre attention est limitée. Nous n'avons pas une attention, nous ne pouvons pas être au courant de tout. Nous n'avons pas une attention illimitée. Et donc, si je mets mon focus sur quelque chose d'autre, moi j'aime la littérature, on va parler de ce livre dans cette vidéo. Si je mets mon focus sur quelque chose d'autre, ça c'est de moins en moins présent. Mais là, il va même se passer une espèce de pivot où ça va disparaître complètement. Si vous êtes un adulte et vous avez fait l'acquisition de la permanence des objets, vous réalisez que l'éléphant est encore là-bas. L'éléphant est encore là-bas. Il est là, tout comme mes fesses sont encore sur la chaise. Mais mon cerveau ne m'informe plus de ça parce que dans cette métaphore, votre conscience, c'est comme le cadre. Le cadre n'est pas infini. Votre champ visuel n'est pas infini. Le cadre, votre attention n'est pas infinie. Le cadre est limité. Il ne peut pas vous informer de tout. Et donc, tout comme mes fesses sur la chaise ici, l'éléphant n'est plus dans le cadre, n'est plus dans votre conscience parce que vous focussez sur quelque chose d'autre, préférablement qui vous passionne. Maintenant, quand on est stressé, oh, ça se peut que l'éléphant vient comme ça. C'est pas grave, on s'en occupe pas, on reste focusé sur ce qui nous passionne. Ça se peut que l'éléphant essaie de revenir comme ça. C'est comme ça. Hein? On va le laisser là. On va pas s'occuper de lui. On va en reparler même. On va en reparler. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au début, elle décrit ça par des pixels. Les pixels dans sa vision étaient tellement grosses que ça cachait le visage des gens. Comme ça. Ne pas voir les yeux ici. Oh mon Dieu, ça cache le visage de la personne. C'est gros, c'est énorme. Comment pourrais-je faire pour ne pas voir ceci? Mais là, plus elle réussissait à ne pas focuser là-dessus. Au début, elle disait que c'était presque impossible de voir à travers. Ça bloquait le visage des gens. Mais moins elle mettait d'attention là-dessus, plus elle pivotait son attention sur autre chose, plus les symptômes sont devenus plus petits et il a commencé à avoir de plus en plus d'espace entre les symptômes. Ah, là, vous pouvez voir mes yeux. Vous pouvez voir mon visage. Et là, à partir de ce moment-là, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a réussi à voir à travers les symptômes. Moi, c'est ça que j'ai fait. Une des métaphores qui m'a le plus aidé, c'est passer à travers les symptômes. Hein? Quand c'est surtout pour la douleur, c'est toujours comme ça que j'ai fait l'illustration avec mes mains. Voici le symptôme. Vous essayez de pousser contre le symptôme. Et là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Vous forcez. Ah, c'est difficile. Vous forcez à travers les symptômes, à travers la douleur, par exemple. Et là, ça s'accumule, ça s'accumule. Oh, et là, vous écrasez. Forcez, écrasez. Forcez, écrasez. Il faut glisser, passer
à travers les symptômes. À travers les symptômes. Moins on donne d'attention, plus ils deviennent petits, plus on peut passer à travers les symptômes. Hein? Et ça ne bloque plus notre vision comme ça. Moi, c'est mon expérience avec la douleur, la fatigue, les acouphènes, peu importe. Donc, c'est intéressant, c'est une chaîne intéressante, des Anxious Academy. Je suis d'accord avec 90%, on va explorer ça les pourcents, 90% de ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit par rapport à la neige visuelle, c'est ce que je dis par rapport à la douleur. Maintenant, on va adresser le vrai éléphant dans la pièce. Qu'est-ce que le rétablissement? Est-elle 100% rétablie? C'est une bonne question, ça. Ce qu'elle nous dit, c'est que lorsqu'elle en parle, des fois, ça revient à son attention et là, elle les voit, les symptômes visuels ou la neige visuelle. Ou c'est une thérapeute, donc lorsque les gens lui parlent de neige visuelle, des fois, ça revient. Mais là, elle arrive chez elle, elle se fait du thé, elle focus sur autre chose. Et là, ça s'en va, elle n'y remarque plus. Tout comme en ce moment, je ne suis pas au courant que mes fesses sont sur la chaise. C'est parce que je focus sur quelque chose d'autre. Ce n'est pas quelque chose dont je suis conscient, dont je suis au courant. Donc, elle dit que oui, moi, ce n'est pas mon cas. Hein. Je peux parler de la douleur, par exemple, autant que je veux. Je peux entendre des gens parler de douleur autant que je veux. Est-ce que j'ai des symptômes encore? Ma description ressemble, pas tout à fait, mais assez à la sienne. Quand je suis stressé, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, des fois mes trapèzes deviennent tendus. Et sur l'échelle de la douleur, j'hésite à le mettre, hein, c'est du 0,5, du 1. Mais si je mets mon attention là-dessus, surtout si c'est une attention comme « Oh non, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va rester? » Tout de suite, ça monte à 1,5, 2. Ça, c'est quand je mets les jumelles. Quand je commence à focusser de façon inquiète là-dessus. Dès que j'enlève les jumelles, et là, je peux aller dans la sensation, juste la remarquer sans focusser, un peu comme un repérage somatique, justement de façon neutre. Déjà, c'est moins inquiétant, mais plus souvent qu'autrement, moi, je suis dans l'indifférence. Je passe à autre chose, je focus sur autre chose. Et ça s'en va. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. Moi, je fais du bénévolat avec des aveugles, justement. On est dans le thème visuel. Je les amène à des rendez-vous. Souvent. Hier, j'ai amené une dame aveugle à un rendez-vous médical. On a attendu pendant des heures. Des heures. Ça a été long, juste aller dans la pièce où ils ont pris sa pression. Mais là, après ça, ils nous ont fait poireauter pendant des heures. Et des heures. Et j'ai commencé à être... Au début, je faisais de la méditation. Je me disais, quelle bonne opportunité de faire de la méditation. Mais j'ai commencé à être frustré. Là, j'ai demandé à quelqu'un des explications. Et là, il m'a dit que oui, cette docteure, c'est très long à la voir. Elle passe beaucoup de temps avec les patients. Donc là, j'étais un peu tiraillé parce que moi, j'aime ça, les docteurs qui passent beaucoup de temps avec les patients. J'aime pas ceux qui sont toujours de dos à vous, qui tapent sur l'ordi, qui tapent sur le clavier, on les voit à peine. Donc, j'étais un peu tiraillé, mais elle nous a fait poireauter pendant des heures. Et là, le transport adapté de la dame arrivait à 4h15. Et là, il était 4h15. Et ils ont appelé pour dire qu'ils s'en allaient bientôt. Et là, elle a dit, je vais prendre mon transport adapté. Je n'attends plus la docteure. Donc, on a attendu tout ce temps-là pour rien. Pour rien. Et j'étais frustré. Et là, j'ai pris l'autobus pour aller à un autre endroit. Et lorsque je me suis levé dans l'autobus, j'ai eu mal aux genoux. Et là, quand vous pensez que c'est structurel, je vous dis, on dirait vraiment que c'est structurel. On dirait vraiment qu'il y a des os qui frottent sur d'autres os, qu'il y a des tendons, des ligaments qui frottent sur d'autres ligaments. On dirait vraiment que c'était structurel. Je me suis levé, j'ai eu mal aux genoux.
J'ai essayé de sauter un banc de neige, mal au genou. Et là, dans le métro, les escaliers. Là, je suis allé manger une salade dans mon restaurant préféré. Je suis allé à mon rendez-vous du jeudi soir. En montant les escaliers, mon genou, ça chauffait. Et là, j'ai fait de la thérapie de groupe, qui est toujours intéressant. Hein? J'en ai parlé d'ailleurs de ma journée. Les gens s'excusaient beaucoup dans la dernière session. Il y en a une, elle a commencé à pleurer, puis là, elle a dit « Oh, excusez-moi, excusez-moi. » On s'excuse pour nos émotions. J'ai déjà exploré ça. Faut pas... Hein, pas besoin de s'excuser, on est en thérapie. S'il y a bien un endroit où il ne faut pas s'excuser, c'est ici. On parle de nos émotions. Et là, après, je suis allé prendre un café. Quand je suis revenu dans le métro plus tard pour revenir chez moi, je n'avais plus mal au genou. Donc, c'est un symptôme, ça. Au début de la chaîne, j'hésitais à utiliser l'expression, par exemple, un mal de genou émotionnel. Je n'hésite plus à l'utiliser. Je n'ai rien fait de la journée qui aurait pu endommager mon genou. Je n'ai rien fait récemment. Je ne fais pas assez de sport, même récemment. Ça fait des... Je ne sais même pas combien de temps, ça, combien de mois. J'ai pas eu mal au genou. J'ai rien fait. Ce n'est pas structurel. C'est émotionnel. Donc, ça se connecte beaucoup à Sarno parce que, je ne sais pas si j'avais de la rage ou de la colère ou de la rage, mais j'étais frustré. Et là, je psychosomatise. Moi, j'ai eu mal au genou. Pas longtemps. Et c'est ça qui fait que ça s'en va, c'est que je ne me suis pas inquiété du tout. J'ai mis aucun focus là-dessus. Je n'ai pas fait de repérage somatique et émotionnel. Oh mon Dieu, il faut que je sente ma rage. Il faut que je sente ma frustration envers le système médical québécois. Je savais c'était quoi. Je suis frustré en ce moment, mon genou chauffe. C'est tout. C'est émotionnel. Je vous le dis. Hein, j'ai focusé sur autre chose. Donc ici, on va faire une image, une métaphore visuelle du rétablissement. Moi, je n'aime pas les pourcentages. Les gens qui disent « je suis rétabli à 80%, 90%. » C'est vraiment quelque chose qui nourrit l'obsession, justement, le trouble obsessif avec toujours être en train de vérifier. Ça nourrit ça, je trouve, les pourcentages. Moi, ça fait longtemps, je n'ai pas eu besoin de me forcer pour trouver une métaphore visuelle. Ça fait longtemps que je parle du rétablissement en termes de nuances de gris. Et selon moi, il n'y a pas de noir absolu. Le noir, c'est la mort. Moi, j'ai déjà fait je vais en parler ici, j'ai déjà fait une tentative de suicide. J'ai essayé de me pendre. Donc, je connais vraiment le désespoir. Je vous comprends. C'est difficile, les symptômes. J'ai déjà fait une tentative de suicide. À cette époque, j'aurais dit à cause des symptômes. Maintenant, je réalise que les symptômes n'étaient qu'une manifestation de surface, de troubles beaucoup plus profonds. Il faut aller à la racine. On va explorer ça. Donc, moi, j'ai essayé de me pendre sur un escabeau à 3 marches. J'étais sur la 2e marche et là, j'ai essayé d'aller sur la 3e. Et là, mon corps s'est mis à trembler. Même là, mon point ici, c'est que je n'étais pas dans le noir. J'étais dans le gris très, très, très foncé. Si j'avais continué comme ça, j'aurais pu aller dans le noir. Le noir n'existe pas dans notre monde. Donc, le but, pour moi, du reconditionnement de la gloire, il y a des gens qui, je pense, sont dans le gris très foncé, c'est de vous amener d'un gris très foncé à un gris très, 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 très pâle. On peut aller à un gris très pâle. Et moi, c'est là que je constate que je suis. Selon moi, il n'y a pas de blanc absolu. Ça n'existe pas. Le blanc absolu, c'est la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Je ne veux pas spéculer sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Peut-être qu'il y a un paradis après la mort, et là, peut-être que tout pourra être blanc, blanc comme neige. Mais pas ici. La perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est des nuances de gris. Et on peut aller dans le gris de plus en plus pâle. En ce moment, c'est là que je considère que moi je suis. Je suis dans un gris très, très pâle. Et elle, j'écoutais sa chaîne. Et là, on peut avoir un débat. Est-elle rétablie? Qu'est-ce que le rétablissement? Moi, je constate qu'elle est dans un gris
très pâle, un gris pâle, voire même très pâle. C'est quelqu'un qui, on l'écoute parler, on voit comment elle agit, elle semble aller mieux, à moins qu'elle mente. Les seuls que je peux vous garantir, c'est Tyler Murta, Jim Prusak et Dan Buglio. Elle, je commence à la connaître, mais moi, j'aime ça qu'elle soit honnête avec... C'est toujours plus rassurant pour moi quand ils sont honnêtes avec les symptômes. Je trouve ça louche, je me suis dit, non, j'ai plus jamais aucun symptôme. Aucun symptôme. Regardez autour de vous, tout le monde psychosomatise. On pourrait même dire que quand on est triste et qu'on pleure, c'est ça, c'est de la psychosomatisation, c'est psychophysiologique. Vos larmes sont un symptôme. Je suis heureux, je suis triste, je pleure, je suis gêné, je rougis, je suis heureux, je souris. Symptôme. C'est un reflet physiologique d'un état émotionnel. Les gens autour de moi, comme ma mère, elle a à peu près 6 migraines par année. Souvent quand elle revient de voir sa mère. Donc, elle n'a pas besoin de faire une démarche corps-esprit. Elle se tape 5-6 migraines par année, c'est tout. L'individu moyen psychosomatise. Donc, quand quelqu'un me dit, moi, j'ai plus aucun symptôme, je trouve ça très... Premièrement, on n'a pas la même définition de symptôme et je trouve ça très louche. Et j'ai envie de leur demander, n'es-tu pas un humain? Donc, on a fait ici une métaphore visuelle du rétablissement. Selon moi, et le but, c'est de passer d'un gris très foncé, comme ici. Ça, c'est une représentation des symptômes. Un gris très foncé à un gris très, très pâle. C'est très, très pâle ici. Vous le voyez mal, là, mais c'est du gris. C'est presque du blanc. L'éléphant. Ne pensez pas à un éléphant. À quoi voulez-vous penser? Un éléphant. Donc, est-ce que j'aime sa chaîne? Est-ce que je recommande sa chaîne? C'est une chaîne sur YouTube, mais c'est écrit TikTok dans l'écran. Donc, c'est des vidéos TikTok très courtes. Elle, 7 minutes, c'est une longue vidéo. Et moi, pour boucler la boucle, j'ai de la difficulté avec TikTok. Qu'est-ce qu'on peut dire entre 2 à 7 minutes? Peut-être que mes vidéos sont trop longues maintenant, je ne sais pas, mais j'essaie de contrer ce phénomène. On nous a averti Neil Postman, se divertir en en mourir, se distraire en en mourir. C'est de contrer cette tendance. Moi, les vidéos, là, plus... c'est plus que 27 secondes. Je ne suis pas capable de suivre. Un livre, c'est beaucoup trop long, un livre. Donc, je vous conseille sa chaîne, si vous parlez anglais, et tout ce qu'elle dit par rapport aux symptômes visuels, selon moi, s'applique à la douleur. Elle parle des acouphènes. J'ai de l'expérience directe avec les acouphènes et avec l'anxiété. Elle en parle directement. Tout ce qu'elle dit, je suis d'accord avec. Par rapport à l'anxiété, les acouphènes, les TOC. J'étais très obsessif-compulsif. Je ne connais pas les symptômes visuels, mais comme je l'ai dit, c'était une métaphore, comme nous dit Neil Postman. On est dans l'audiovisuel, donc profitons-en. C'était une métaphore visuelle des symptômes dont j'ai fait l'expérience. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Mais elle est très cognitivo-comportementale. On pourrait appeler ça plus superficiel, le cognitivo-comportemental. Et elle fait la même métaphore que Carden Rabin, dont j'ai parlé récemment. Que nous dit-elle? Je n'aime pas cette métaphore, mais je vais en parler quand même. Lorsque la maison est en feu, il faut éteindre le feu avant de commencer à faire une enquête sur qui a initié l'incendie. Il faut éteindre le feu. Moi, je n'aime pas ces métaphores parce qu'il n'y a pas de feu, justement. C'est une fausse alerte. Mais là, je vais utiliser leur métaphore. Ils ont raison. La première chose à faire, ce n'est jamais de dire « Ah! Stop! Personne ne sort de la maison en feu. Il faut faire une enquête. Qui a entamé l'incendie? » Ce serait absurde. Non. On sort les gens de la maison, vite, on éteint le feu. On fait des techniques cognitivo-comportementales pour l'anxiété, le TOC, peu importe votre symptôme, la douleur, la fatigue, la neige visuelle. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'après, oui, vous pouvez faire un travail d'enquête, savoir qui a initié l'incendie. Ça peut être intéressant.
ça peut nous donner des réalisations sur nous-mêmes. Mais elle a dit que ce n'est pas nécessaire. Et moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Je suis plutôt d'accord avec Carlin Rabin que certaines personnes ont besoin, des fois, d'aller faire une enquête. Qui a entamé l'incendie? Mais comme nous disait Maggie Sterling dans une vidéo récente, lorsque notre système est en hypersensibilité, ce n'est pas le temps d'aller creuser dans les traumas. Dans cette image, c'est ça. On éteint le feu avant d'aller enquêter sur qui l'a entamé. Et elle conseille, Maggie Sterling, de faire ce travail, mais une fois qu'on a un peu plus, une fois que le feu a été éteint. Moi, je ne suis pas un grand fan de cette métaphore. Il n'y a pas de feu. C'est une fausse alerte. Dans la métaphore de l'alarme peut être déclenchée sans qu'il y ait de voleur. Ça, c'est sûr. Mais aussi, le voleur peut entrer sans déclencher l'alarme. Moi, quand je travaille dehors, moi, ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que quand je suis en dedans, à l'intérieur, que je suis seul, je vois moins de monde, je fais moins d'activités, mon cerveau a plus tendance à focusser sur ce genre de sensations. Et c'est quand je suis dehors, moi, quand je travaille dehors avec des gens, je n'ai pas le temps de focuser sur mon corps. Et là, le soir, quand j'arrive chez nous, j'ai des bleus partout, des fois. Donc, dans cette métaphore, ça serait le voleur qui a rentré sans déclencher l'alarme. J'ai même pas eu mal. Avez-vous déjà eu un bleu comme ça? Ah, j'ai un bleu. Ah, je me suis même pas rendu compte. Ça, dans cette métaphore, le voleur, peut-être que vous pouvez avoir l'image d'un voleur qui contourne les rayons laser pour aller voler un diamant. Le voleur peut entrer sans déclencher l'alarme. Et l'alarme peut être déclenchée sans qu'il y ait de vol ou de feu. Très important de comprendre ça. Donc, cette vidéo a été longue, et c'était un peu ça le but, parce que je voulais m'assurer que on n'allait pas se divertir à en mourir, comme disait Neil Postman. J'ai beaucoup de difficultés avec TikTok. Je ne suis pas sur TikTok, je ne vais jamais là-dessus. J'aime YouTube. Ça a ses défauts, évidemment, mais j'ai éliminé mes symptômes grâce à YouTube, grâce à l'audiovisuel, grâce aux métaphores du message audio-visuel. Donc, pour finir, cette vidéo, où j'espère que ça a été clair, l'image centrale est vraiment l'image de l'éléphant ici. Ne pensez pas à un éléphant. Comment on fait pour ne pas penser à un éléphant? Parce qu'on se dit, il ne faut pas que je pense à un éléphant, il ne faut pas que je pense à un éléphant, il ne faut pas que je pense à un éléphant. C'est la meilleure recette pour penser à un éléphant. Vous focussez sur l'éléphant. On peut le remarquer sans focuser, mais le mieux, c'est de focuser sur autre chose. Autre chose. Et là, tout comme mes fesses sur la chaise dont je ne suis pas conscient en ce moment, ça ne sera pas dans le champ de votre conscience. C'est encore là. Mais on ne s'en rend plus compte. Donc moi, ça c'est mes goûts personnels, pour ne plus focuser sur l'éléphant, je focus sur autre chose. Je focus sur ceci. Donc, étant donné qu'on a abordé Neil Postman, qui nous parle du fait qu'on n'a plus besoin de bannir les livres parce que de moins en moins de monde vont vouloir lire, on va lire un livre pour terminer. On va lire mon roman préféré, Siddhartha, de Hermann Hesse. On va lire quelques extraits sur le temps, justement. Et ensuite sur la recherche, la quête. Donc, une des questions qui nourrit l'obsession et la compulsion, c'est combien de temps ça va durer? Donc, pour commencer, nous allons lire un extrait sur le temps. Un jour, il lui posa cette question. Est-ce que le fleuve t'a aussi initié à ce mystère? Que le temps
n'existe pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dehors. Hein. Allez vous asseoir sur le bord d'une rivière. La rivière va vous enseigner des choses. Oui, Siddhartha, lui répondit-il, tu veux dire sans doute que le fleuve est partout simultanément, à sa source et à son embouchure, à la cataracte, au bac, au rapide, dans la mer, à la montagne, partout en même temps, et qu'il n'y a pas pour lui la moindre parcelle de passé ou la plus petite idée d'avenir, mais seulement le présent. C'est cela, dit Siddhartha. Et quand j'eus appris cela, je jetai un coup d'œil sur ma vie, et elle m'apparut aussi comme un fleuve. Et je dis que Siddhartha, petit garçon, n'était... Et je vis, vision, et je vis que Siddhartha, petit garçon, n'était séparé de Siddhartha, homme, et de Siddhartha, vieillard, par rien de réel, mais seulement par des ombres. Les naissances antérieures de Siddhartha n'étaient pas plus le passé que sa mort, et son retour à Brahma ne seront l'avenir. Rien ne fut, rien ne sera, tout est. Tout a sa vie et appartient au présent. Siddhartha parlait avec enthousiasme, car la lumière qui s'était faite en lui le comblait de joie. Oh, toute souffrance n'était-elle donc pas dans le temps? Toute torture de soi-même, toute crainte n'était-elle pas aussi dans le temps? Est-ce que tout ce qui, dans le monde, pesait sur nous ou nous était hostile ne disparaissait pas en ne surmontant pas dès qu'on avait vaincu le temps, dès que par la pensée on pouvait faire abstraction du temps? Neil Postman nous dit justement que l'horloge est une métaphore qui change notre perception du temps. Ce n'est pas seulement une espèce de mesure neutre, non. C'est une métaphore du temps qui change notre perception même de la vie, du temps. C'est ce que nous dit Neil Postman. Et cette vision où l'eau, la rivière ou le fleuve est partout simultanément, quelque chose de très important à méditer dans le reconditionnement des symptômes neuroplastiques. Maintenant, je vais lire le chapitre final de Siddhartha en son entier. Donc, si vous êtes tanné, plus besoin d'écouter. Non, on va se laisser là-dessus. Et moi, je vais continuer à lire le dernier chapitre du livre Siddhartha de Hermann Hesse. C'est de toute beauté. Ça va vraiment être une bonne conclusion à notre propos. Donc, si vous n'avez pas poursuivre, j'espère que cette vidéo a été utile, mais si vous voulez me suivre, poursuivons la lecture. Prends une gorgée. Au cours de ses pérégrinations, Govinda, pour se reposer, avait fait un court séjour au jardin que la courtisane Kamala avait donné aux disciples de Gautama. C'est là qu'il entendit parler d'un vieux passeur qui habitait, disait-on, à une journée de marche du fleuve et que beaucoup de gens considéraient comme un sage. Lorsque Govinda reprit sa route, il choisit celle qui passait par cet endroit, car il était curieux de voir cet homme. Quoiqu'il eût vécu toute sa vie dans l'observation de la règle et en raison de son âge avancé et de sa modestie, qu'il jouit auprès des moines plus jeunes que lui d'une haute considération, l'inquiétude et le besoin de chercher hantaient toujours son âme. Govinda est toujours en recherche. Il cherche, il cherche, il cherche. Il vint donc au fleuve et pria le vieillard de le passer de l'autre côté. Quand ils eurent quitté le bateau, il lui dit « Tu as toujours montré beaucoup de complaisance à l'égard des moines et des pèlerins, car nombreux sont ceux d'entre nous que tu as déjà transportés d'une rive à l'autre de ce fleuve. Mais dis-moi, passeur, est-ce que toi aussi tu es de ceux qui cherchent le bon sentier? Est-ce que vous cherchez encore? » Siddhartha, dont la vieille face souriait sous la flamme du record, répondit « Prétendrais-tu être un chercheur, ô vénérable, toi qui es déjà chargé d'années et qui portes la devise des moines de Gautama? »« Je suis vieux, il est vrai, reprit Govinda, mais je n'ai pas pour cela cessé de chercher. Il semble même que ma destinée soit de chercher sans répit.
Toi aussi, je pense, tu as cherché. Peux-tu me dire quelques paroles, homme vénéré? Siddhartha répondit, que pourrais-je avoir à te dire, ô vénérable? Que peut-être tu cherches trop. Mhm. Que c'est à force de chercher que tu ne trouves pas. Comment cela, fit Govinda? Quand on cherche, reprit Siddhartha, il arrive facilement que nos yeux ne voient que l'objet de nos recherches. On ne trouve rien parce qu'ils sont inaccessibles à autre chose, parce qu'on ne songe toujours qu'à cet objet, parce qu'on s'est fixé un but à atteindre et qu'on est entièrement possédé par ce but. L'élimination des symptômes. Mais trouver, c'est être libre. C'est être ouvert à tout, c'est n'avoir aucun but déterminé. Toi, vénérable, tu es peut-être en effet un chercheur, mais le but que tu as devant les yeux et que tu essaies d'atteindre t'empêche justement de voir ce qui est tout proche de toi. Je ne comprends pas encore très bien, dit Govinda. Que veux-tu dire par là? Et Siddhartha continua. Autrefois, ô vénérable, il y a des années, tu es venu déjà sur les bords de ce fleuve, tu as trouvé un homme endormi auprès duquel tu t'es assis pour veiller sur son sommeil. Mais ce dormeur, ô Govinda, tu ne l'as point reconnu. Étonné, et comme sous l'action d'un charme, le moine regarda le passeur dans les yeux. « Serais-tu Siddhartha » demanda-t-il d'une voix timide. Cette fois encore, je ne t'aurais pas reconnu, ô Siddhartha. Je te salue de tout cœur. De tout cœur, je me réjouis de te voir encore une fois. Mais comme tu as changé, mon ami, et maintenant te voilà donc devenu passeur. Siddhartha se mit à rire avec cordialité. Et oui, me voilà passeur. Il y a des gens, Govinda, qui sont obligés de changer souvent d'état, de porter toutes sortes de vêtements, et je suis de ceux-là, mon cher. Sois le bienvenu, Govinda, et demeure cette nuit sous mon toit. Govinda resta toute la nuit dans la cabane et se reposa sur la couche de Vasudeva. Il posa de nombreuses questions à son ami d'enfance et Siddhartha lui raconta bien des choses de son existence. Le lendemain, quand Govinda fut sur le point de reprendre ses pérégrinations, il lui dit, non sans quelques hésitations, « Avant de continuer ma route, permets-moi, Siddhartha, de te demander ceci. As-tu une doctrine? » Ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans le reconditionnement de la douleur. Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il y a une doctrine? La réponse, c'est non. C'est un état d'esprit qu'il faut transmettre, pas une doctrine. Mais peut-on le transmettre? À quel point peut-on le transmettre? À quel point c'est quelque chose qu'il faut découvrir par soi-même? As-tu une doctrine? As-tu une croyance ou une science d'après laquelle tu agis et qui t'aide à vivre dans le bien? Siddhartha répondit, « Tu sais, mon ami, qu'autrefois, alors que j'étais encore un tout jeune homme et que nous vivions dans la forêt parmi les ascètes, je me méfiais déjà des doctrines et des maîtres et que je finis même par leur tourner le dos. Je n'ai pas changé d'opinion. J'ai même eu depuis un grand nombre de maîtres. Pendant longtemps, ce fut une belle courtisane qui m'instruisit. J'eus aussi comme maître un riche marchand et quelques joueurs de dés. Une fois, ce fut un des disciples errants de Bouddha qui, pendant un de ses pèlerinages, était demeuré assis auprès de moi, tandis que j'étais endormi dans la forêt. Lui aussi m'a appris quelque chose et je lui en suis reconnaissant, très reconnaissant. Mais c'est surtout à ce fleuve que je dois la plus grande partie de mon savoir et à mon prédécesseur, le passeur Vasudeva. C'était un homme très simple que Vasudeva. Ce n'était pas un penseur, mais il savait les choses nécessaires. Tout aussi bien que Gautama, c'était un être parfait, un saint. Govinda dit alors, « Il me semble, ô Siddhartha, que tu aimes toujours à plaisanter, que tu n'es point suivi de maître, je le crois et je le sais, mais n'as-tu pas trouvé toi-même, je ne dirais pas une doctrine, mais certaines idées, certaines connaissances qui soient bien à toi et d'après lesquelles tu règles ta vie? Si tu pouvais me parler de ces choses-là, tu me réjouirais le cœur. » Siddhartha dit, « Oui, j'ai eu des pensées, j'ai eu des connaissances. De temps en temps, parfois pendant une heure, pendant un jour, j'ai senti en moi les effets du savoir, comme on sent la vie dans son propre cœur. C'était bien certainement des idées que j'avais, mais il me serait difficile de les communiquer. Tiens, mon bon Govinda, voici une des pensées que j'ai trouvées. La sagesse ne se communique pas. La sagesse qu'un sage cherche à communiquer a toujours un air de folie. » Tu veux rire, demanda Govinda. « Pas du tout. Je te dis
ce que j'ai trouvé. Le savoir peut se communiquer, mais pas la sagesse. On peut la trouver, on peut en vivre, on peut s'en faire un sentier, on peut, grâce à elle, opérer des miracles, mais quant à la dire et à l'enseigner, non, cela ne se peut pas. C'est ce dont je me doutais parfois quand j'étais jeune homme, et ce qui m'a fait fuir les maîtres. Écoute, Govinda, j'ai trouvé une pensée que tu vas encore prendre pour une plaisanterie ou pour une folie, mais qui en réalité est la meilleure de toutes celles que j'ai eues. La voici. Le contraire de toute vérité est aussi vrai que la vérité elle-même. Je l'explique ainsi. Une vérité, quand elle est unilatérale, ne peut s'exprimer que par des mots. C'est dans les mots qu'elle s'enveloppe. Tout ce qui est pensé est unilatéral. Et tout ce qui est unilatéral, tout ce qui n'est que moitié ou partie, manque de totalité, manque d'unité, et pour la traduire, il n'y a que les mots. Le médium et le message. Quand le sublime Gautama parlait du monde dans son enseignement, il était obligé de le diviser en samsara et en nirvana, en erreur et en vérité, en souffrance et en délivrance. On ne peut faire autrement, et pour qui enseigne, il n'y a pas d'autre voie à suivre. Mais le monde en lui-même, ce qui existe en nous et autour de nous, n'est jamais unilatéral. Un être humain ou une action n'est jamais entièrement samsara ou jamais complètement nirvana. De même que cet être n'est jamais tout à fait un saint ou tout à fait un pécheur. Nous nous y laissons aisément tromper parce que nous inclinons naturellement à croire que le temps est une chose vraiment existante. Il n'y a pas de temps. Hein? Il n'y a qu'une ombre entre le jeune Siddhartha et le vieux Siddhartha, comme il le dit. Le temps n'est pas une réalité au Govinda. J'en ai maintes et maintes fois fait l'expérience. Et si le temps n'est pas une réalité, l'espace qui semble exister dans le monde et l'éternité, entre la souffrance et la félicité, entre le bien et le mal, n'est qu'une illusion. Comment cela demanda Govinda avec un sentiment d'angoisse. Fais bien attention, mon bon ami, fais bien attention. Le pécheur que je suis et que tu es reste un pécheur, mais un jour viendra où il sera Brahma, où il atteindra le nirvana, où il sera Bouddha. Mais prends-y garde, ce un jour est une illusion. Ce n'est qu'une manière de parler. Le pécheur ne s'achemine pas vers l'état de Bouddha. Il n'évolue pas, quoique notre esprit ne puisse se le représenter les choses d'une certaine façon. Non. Le Bouddha à venir est maintenant. Il est aujourd'hui en puissance dans le pécheur. Son avenir est déjà en lui. Tu dois déjà vénérer en lui, en toi, ce Bouddha en devenir. Ce Bouddha encore caché. Le monde, ami Govinda, n'est pas une chose imparfaite ou en voie de perfection, lente à se produire, non. C'est une chose parfaite et à n'importe quel moment. Chaque péché porte déjà en soi sa grâce. Tous les petits-enfants ont déjà le vieillard en eux. Tous les nouveau-nés, la mort, tous les mortels, la vie éternelle. Aucun être humain n'a le don de voir à quel point son prochain est parvenu sur la voie qu'il suit. Bouddha attend dans le brigand aussi bien que dans le joueur de dés et dans Brahma attend le brigand. La profonde méditation donne le moyen de tromper le temps, de considérer comme simultané tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera la vie dans l'avenir. Et comme cela, tout est parfait, tout est Brahma. C'est pourquoi j'ai l'impression que ce qui est bien. Je vois la mort comme la vie, le péché comme la sainteté, la prudence comme la folie, et il doit en être ainsi de tout. Je n'ai qu'à y consentir, qu'à le vouloir, qu'à l'accepter d'un cœur aimant. En agissant ainsi, je ne puis qu'y gagner sans risquer jamais de me nuire. J'ai appris à mes propres dépens qu'il me fallait pécher par luxure, par cupidité, par vanité, qu'il me fallait passer par les plus honteux des désespoirs pour réfréner mes aspirations et mes passions, pour aimer le monde, pour ne pas le confondre avec ce monde imaginaire désiré par moi et auquel je me comparais, ni avec le genre de perfection que mon esprit se représentait. J'ai appris à le prendre tel qu'il est, à l'aimer et à en faire partie. Telles sont au Govinda quelques-unes des pensées qui me sont venues. Siddhartha se baissa, ramassa une pierre et la soupesa dans sa main. « Voilà, lui dit-il d'un ton détaché, voilà une pierre. Dans un temps plus ou moins éloigné, elle sera terre, et de cette terre naîtra une plante, un animal ou un être humain. Eh bien, autrefois,
j'aurais simplement dit ceci. Cette pierre n'est qu'une pierre, une chose de rien. Elle appartient au monde de la Maya. Mais comme elle est susceptible, dans le cercle des transmutations, de devenir aussi un être humain, un esprit, je veux bien en reconnaître la valeur. Telle eût été probablement ma pensée autrefois. Mais aujourd'hui, je dirais, cette pierre est une pierre. Elle est elle aussi Dieu. Elle est elle aussi Bouddha. Je la vénère et je l'aime, non parce qu'elle peut un jour devenir ceci ou cela, mais parce qu'elle est tout cela depuis longtemps, depuis toujours. Et c'est justement parce qu'elle est pierre et qu'elle se présente à moi aujourd'hui sous cette forme que je l'aime. Ses veines et ses creux, sa couleur jaune et grise, sa dureté, le son qu'elle rend quand je frappe dessus, la sécheresse ou l'humidité de sa surface, toutes ces choses ont maintenant une valeur et un sens à mes yeux. Il y a des pierres qui sont au toucher comme de l'huile ou du savon, d'autres comme des feuilles, d'autres comme du sable. Et chacun a son caractère propre et prie le hum à sa manière. Chacune est Brahma, tout en étant aussi et au même degré une pierre avec ses particularités. Et c'est précisément pour cela qu'elle me plaise, qu'elle me semble merveilleuse et digne d'être adorée. Mais je t'en ai assez dit, les paroles servent mal le sens mystérieux des choses. Elles déforment toujours plus ou moins ce qu'on dit. Il se glisse souvent dans les discours quelque chose de faux ou de fou, et ma foi, cela aussi est très bien, et n'est point non plus pour me déplaire. Je consens volontiers que la sagesse d'un homme est toujours aux yeux de certains autres une petite aire de folie. Govinda écoutait en silence. Pourquoi, dit-il en hésitant quelques instants après, pourquoi m'as-tu dit cela de la pierre? C'était bien sans intention. C'est peut-être aussi parce que je suis attaché à ces pierres, à ce fleuve, à ces choses que nous voyons et qui toutes contiennent un enseignement pour nous. Je suis capable d'aimer une pierre, Govinda, un arbre et même un morceau d'écorce. Ce sont des choses et on ne peut aimer les choses. Désolé, ce sont des choses et on peut aimer les choses. Mais ce que je suis incapable d'aimer, ce sont les paroles. Et voilà pourquoi je ne fais aucun cas des doctrines. Elles n'ont ni dureté, ni mollesse, ni couleur, ni odeur, ni goût. Elles n'ont qu'une chose, des mots. Peut-être est-ce pour cela que tu n'arrives pas à trouver la paix. Tu t'égares dans le labyrinthe des phrases, car sache-le, Govinda, ce qu'on appelle délivrance et vertu, même samsara et nirvana, ce ne sont que des mots. Il n'y a rien qui soit le nirvana, il n'y a rien que le mot nirvana. C'est tout. Govinda répondit, mon ami, nirvana n'est pas seulement un mot, c'est aussi une pensée. Siddhartha reprit, une pensée, je le veux bien, mais je t'avoue, mon cher, qu'entre la pensée et le mot, je ne fais pas une grande différence. À vrai dire, je ne fais pas plus grand cas de l'une que de l'autre. Les choses ont plus d'importance à mes yeux. Par exemple, ici, sur ce bac, il y a un homme, mon prédécesseur et mon maître, c'était un saint homme qui, pendant de longues années, n'a cru en rien hormis en ce fleuve. Il avait remarqué que la voix du fleuve lui parlait. C'est elle qui lui enseignait ce qu'il savait. C'est elle qui l'instruisit, qui le forma. Le fleuve était son Dieu. Pendant des années, il ignora que les vents, les nuages, l'oiseau, l'insecte sont aussi divins, en savent tout autant que ce fleuve vénérable et peuvent nous instruire tout comme lui. Et quand ce saint se décida à partir pour la forêt, il savait tout. Il en savait plus que toi et moi, et cela sans avoir eu ni maître ni livre, seulement parce qu'il avait la foi en son fleuve. Govinda lui dit, mais est-ce là ce que tu appelles les choses, c'est-à-dire le réel, l'être? N'est-ce pas seulement une image trompeuse de la Maya? Une simple apparence? Ta pierre, ton arbre, ton fleuve sont donc des réalités? Cela non plus, répondit Siddhartha, ne m'embarrasse guère. Que ces choses soient ou ne soient... Désolé, je commence à être fatigué. Que ces choses soient ou ne soient pas une apparence, peu importe. Alors moi-même, je suis une apparence, et dans ce cas, elles sont comme moi, et moi comme elles. Et pour cela aussi, c'est pour cela aussi que je les aime et les vénère. Nous sommes égaux. Il y a un enseignement dont tu vas rire. C'est que l'amour au Govinda doit tout dominer. Analyser le monde, l'expliquer, le mépriser, cela peut être l'affaire des grands penseurs. Mais pour moi, il n'y a qu'une chose qui importe, c'est le pouvoir d'aimer, de ne pas le mépriser, de ne le point haïr, tout en ne me haïssant pas moi-même, de pouvoir unir dans mon amour
dans mon admiration et dans mon respect, tous les êtres de la terre, sans m'en exclure. Je comprends, fit Govinda, mais c'est justement ce que le sublime appelait un leurre. Il proclame la bienveillance, la tolérance, la pitié, la patience, mais point l'amour. Il nous défendait d'attacher nos cœurs à tout ce qui est terrestre. Je le sais, dit Siddhartha, dont le sourire brilla comme l'or. Je le sais, Govinda, et nous voilà maintenant en plein dans le fourré des opinions, dans la dispute sur les mots. Je ne saurais le nier, ce que je dis de l'amour est en contradiction apparente avec les paroles de Gautama. C'est pour cela que je me méfie tant des mots, car je sais que cette contradiction est une pure illusion. Je sais que je suis d'accord avec Gautama. Comment admettre que lui n'ait pas connu l'amour, lui qui avait reconnu la faiblesse et la fragilité de la nature humaine, et qui pourtant poussa l'amour de l'humanité au point de se consacrer à elle pendant toute sa longue et pénible existence pour lui venir en aide et l'instruire. Même chez celui-là, qui fut ton maître, le plus grand parmi les maîtres, la chose a plus de valeur à mes yeux que les paroles, sa manière de vivre et d'agir a plus de poids que ses discours, le seul geste de sa main plus d'importance que ses opinions. Ce n'est pas dans les discours ni dans les pensées que réside sa grandeur, mais dans ses actes, dans sa vie. Longtemps, les deux hommes gardèrent le silence. Puis Govinda dit en s'inclinant devant son ami pour prendre congé, « Je te remercie, Siddhartha, de m'avoir initié à quelques-unes de tes pensées. La plupart sont assez bizarres et j'ai eu de la peine à les comprendre toutes. Quoi qu'il en soit, Siddhartha, je te remercie et te souhaite la tranquillité pour le reste de tes jours. » Mais au fond de lui-même, il se disait « Quel drôle d'homme que ce Siddhartha et quelles singulières idées il a. Sa doctrine m'a tout à fait l'air d'une folie. Que celle du sublime est donc différente. Elle est plus pure, plus claire, plus compréhensible. En elle, rien d'étrange, rien de fou ou de risible. Mais plus différente encore que les idées de Gautama me semble toute la personne de Siddhartha, ses mains, ses pieds, ses yeux, son front, sa respiration, son sourire, son salut, sa démarche. Jamais depuis que notre sublime est entré dans le nirvana, jamais je n'ai rencontré un homme dont j'ai pu dire comme de celui-là, voilà un saint. Il est unique, ce Siddhartha. Je n'ai jamais vu son pareil. Sa doctrine peut paraître étrange, ses paroles un peu folles. Il n'en est pas moins vrai que son regard et ses mains, sa peau et ses cheveux, tout en lui respire une pureté, un calme, une sérénité, une douceur et une sainteté que je n'ai remarqué chez aucun mortel depuis la mort de notre sublime maître. C'est ainsi qu'il se parlait à lui-même, tandis que son cœur s'agitait en proie aux pensées les plus contradictoires. Attiré par l'amour, il s'inclina encore une fois profondément devant Siddhartha, qui demeurait assis immobile. Siddhartha, dit-il, nous sommes tous deux des vieillards. Il est peu probable que nous nous revoyions jamais sous une forme humaine. Je vois, très cher ami, que tu as trouvé la paix et je confesse que moi, je ne l'ai pas trouvée. Dis-moi, ô Vénérable, encore un mot, quelque chose que je puisse emporter, que je puisse comprendre. Donne-moi cela pour la route que j'ai encore à parcourir. Elle est souvent bien pénible, ma route, bien sombre, ô Siddhartha. Siddhartha se taisait. Le regardant avec son sourire toujours égal, toujours tranquille, Govinda, le cœur plein d'angoisse et de désir, regardait fixement Siddhartha, et dans ses yeux se lisait la souffrance. L'éternelle et vaine recherche. Siddhartha vit cela et sourit. « Penche-toi vers moi, lui dit-il tout bas dans l'oreille. Penche-toi encore davantage, comme cela encore plus près, tout près. Embrasse-moi sur le front, Govinda. » Govinda s'étonna, mais attiré par l'amour et par une sorte de pressentiment, il obéit à ses paroles, s'inclina vers lui et toucha son front de ses lèvres. Il se produisit alors en lui une chose singulière. Tandis que ses pensées s'attardaient encore aux étranges paroles de Siddhartha, qu'il s'efforçait encore et non sans que son esprit protestât à s'abstraire du temps par la pensée, à se représenter le nirvana et le samsara comme ne faisant qu'un, tandis que l'immense amour et la vénération qu'il éprouvait pour l'ami étaient encore aux prises avec cette sorte de dédain que lui avaient inspiré ces paroles. Il lui arriva ceci. Le visage de son ami Siddhartha disparut à ses regards, mais à sa place, il vit d'autres visages, une multitude de visages. Des centaines, des milliers, ils passaient comme les ondes d'un fleuve, s'évanouissaient, réapparaissaient tous en même temps, se modifiaient,
se renouvelaient sans cesse, et tous ces visages étaient pourtant Siddhartha. Il vit celui d'un poisson, d'une carpe dont la bouche ouverte exprimait l'infinie douleur d'un poisson mourant dont les yeux s'éteignaient. Il vit le visage rouge et ridé d'un nouveau-né sur le point de pleurer. Il vit celui d'un meurtrier. Il vit comme il plongeait un couteau dans le corps d'un homme. Il vit au même instant ce meurtrier s'agenouiller avec ses entraves et le bourreau lui trancher la tête d'un seul coup de son glaive. Il vit des corps d'hommes et des femmes nus dans les positions et les luttes de l'amour les plus effrénées. Il vit des cadavres allongés, rigides, froids, vidés. Il vit des têtes d'animaux, de sangliers, de crocodiles, d'éléphants. D'éléphants! Ah! De taureaux, d'oiseaux. Il vit des dieux. Krishna, Agni, il vit tous ces figures et tous ces corps unis de mille façons les uns aux autres, chacun d'eux venant en aide à l'autre, l'aimant, le haïssant, le détruisant, procréant de nouveau. Dans chacun se manifestait la volonté de mourir, l'aveu passionnément douloureux de sa fragilité. Et malgré cela, aucun d'eux ne mourait, mais se transformait, renaissait toujours, prenait toujours un nouvel aspect, sans que pourtant entre la première et la seconde forme se pût mettre un espace de temps. Et toutes ces formes, tous ces visages reposaient, s'écoulaient, procréaient, flottaient, se fondaient ensemble. Au-dessus d'eux planait quelque chose de mince, d'irréel, semblable à une feuille de verre ou de glace, sorte de peau transparente, valve, moule ou masque liquide. Et ce masque souriait, ce masque, c'était la figure souriante de Siddhartha, que lui, Govinda, venait juste à ce moment de toucher de ses lèvres. Et c'est ainsi que Govinda vit ce sourire du masque, ce sourire de l'unité du flot des figures, ce sourire de la simultanéité au-dessus des milliers de naissances et de décès. Le sourire de Siddhartha ressemblait exactement au sourire calme, délicat, impénétrable, peut-être un peu débonnaire et un peu moqueur de Gautama. C'était le sourire des 1000 petites rides du Bouddha, tel que lui-même l'avait si souvent contemplé avec respect. C'était bien ainsi. Govinda le savait que souriaient les êtres parfaits. Ayant perdu toute notion du temps, ne sachant plus si cette vision avait duré une seconde ou un siècle, ne sachant plus s'il y avait au monde un Siddhartha et un Govinda, si le moi et le toi existaient, le cœur comme transpercé d'une flèche divine et saignant d'une douce blessure, l'âme fondue dans un charme indicible. Govinda demeura encore un instant penché sur le visage impassible de Siddhartha qu'il venait de baiser et qui avait été le théâtre de toutes ces transformations, de tout le devenir, de tout l'être. Ce visage n'avait point changé après que les 1000 petits sillons creusés par les rides furent refermés. Il avait repris son sourire immuable, discret et doux, peut-être très débonnaire, peut-être railleur, exactement semblable à celui de l'être parfait. Govinda s'inclina profondément, des larmes coulaient de ses yeux, sans qu'il s'en aperçût, tandis qu'il sentait s'allumer dans son cœur le sentiment le plus ardent du plus ardent amour et de la plus humble vénération. Il se prosterna jusqu'à terre devant l'homme qui restait là, assis, immobile, et dont le sourire lui rappelait tout ce qu'il avait aimé dans sa vie et tout ce qu'il se représentait pour lui de précieux et de sacré. Le message est-il la même chose que le médium? Le médium, c'est le message. Comme nous dit Neil Postman pour aller plus loin, le médium, c'est la métaphore. On va tourner la caméra. On focus sur autre chose. Autre chose. Bye bye.